Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 21e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. 4 séries au programme aujourd'hui, dont 3 séries françaises qui chacune à leur manière interrogent le réalisme dans la fiction et explorent l'adversité à hauteur des plus humbles. 37 secondes suit le combat judiciaire des familles des naufragés du Bugaled-Braze. Le sens des choses filme le quotidien d'une jeune femme rabbin entre assistance socio-religieuse et psychothérapie. Clean accompagne des femmes de ménage qui s'initient au délit d'initié tout en gérant, pour l'héroïne en tout cas, un divorce amer. Divorce tout aussi houleux pour le personnage de Michaela dans La rivière des disparus, cette fois dans les rues interlopes de Philadelphie. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette émission par une saisonnière et 3 saisonniers. Benjamin Campion, journaliste et enseignant en cinéma, membre de la rédaction de Saison et auteur, pour son dernier livre en tout cas, de Histoire sexuelle des séries américaines qui est sorti chez Leitmotiv. Bonjour Benjamin. Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. C'est le retour de Yohannis de Roy, enseignant, rédacteur en chef adjoint de la revue Saison, qui a aussi publié plusieurs ouvrages sur les séries. Bonjour Yohannis. Bonjour. Audrey Fournier est avec nous aussi, journaliste et critique série au journal Le Monde et chroniqueuse au Cercle Série sur Canal+. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Et enfin, nous avons le plaisir d'être avec Pierre Langlais, journaliste et critique série à Télérama, chroniqueur également au Cercle Série sur Canal+, et auteur de la trilogie d'ouvrages Créer, réaliser et incarner une série chez Armand Collin. Bonjour Pierre. Bonjour Emmanuel, salut à tous. On commence avec 37 secondes, nouvelle série d'Anne Landois à qui l'on devait Engrenage et 66.5 et de Sophie Coves-Brun pour cette série-là, donc en 6 épisodes diffusés sur Arte, réalisés par Laure de Butler avec dans les rôles principaux Nina Meurice, Mathieu Demy, Laurent Poitrenaud et Léonie Simaga qui est aussi dans Clean. Au Festival Sérimania, cette fiction a été élue meilleure série française. 37 secondes, c'est le temps estimé pour que le chalutier Bugaled-Braze soit tiré vers le fond avec tout son équipage après avoir été probablement harponné par un sous-marin en 2004. La série suit le long combat judiciaire des familles avec également des flashbacks sur le destin tragique des marins. Une histoire bien triste mais peuplée de personnages attachants. Qui voudrait commencer? Peut-être Benjamin sur 37 secondes? Oui, alors je vais peut-être avoir un son de cloche un peu dissonant par rapport à mes camarades, je sais pas. Moi, c'est le type de série que je trouve admirable et où devant on se sent un peu obligé de s'incliner parce que série à thèse, série à grand sujet, et donc série à prix, c'est un peu comme les films, ce qu'on appelle les films de festival, c'est-à-dire que oui, il y a un prix parce que aussi le sujet est important à traiter et que forcément on a envie de prendre fait et cause pour les personnages qui ont été victimes de ce drame et puis les familles des marins disparus, etc. Donc vous me voyez venir, si je commence comme ça, c'est que j'ai certaines nuances. En fait, moi, ce qui me manque dans ce type de série très dramatique, très grave, un peu lourde, un peu sentencieuse, c'est que pour moi ça manque de point de vue en fait d'un vrai regard de cinéaste ou de réalisatrice de séries télévisées pour le coup. C'est-à-dire que c'est assez programmatique, quoi. Ça applique vraiment les codes de ce type de production, un petit peu comme dans les films dossiers, c'est-à-dire que le drame, la nouvelle qui se répand, beaucoup d'affliction et puis un peu de pathos, et ensuite la réaction et comment dire, la rébellion quelque part et ensuite l'enquête judiciaire, et puis on voit aussi la partie de procès. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées et toujours ce traitement, moi, qui me pose question au niveau temporel entre le passé et le présent. C'est-à-dire qu'on voit le drame qui se passe au présent et ensuite la suite du récit, mais par la suite les épisodes reviennent régulièrement sur l'avant naufrage. Donc il y a de l'avant, de l'après, de l'avant, de l'après, avec le pendant par lequel on commence. Bon, ça, c'est toujours une manière de complexifier son récit, mais qui me paraît un petit peu artificielle, et je vois pas vraiment ce que ça apporte. Alors, je comprends bien l'idée de présenter, de poser la situation pour comprendre, humaniser ces personnages, etc. Je comprends le principe, mais je trouve que foncièrement, ça n'apporte pas énormément au récit, et du coup, ça m'étouffe un petit peu. J'ai envie je sais pas, j'ai envie de rentrer davantage dans la psyché des personnages, mais finalement, il y a beaucoup de choses à développer en même temps, et du coup, c'est un peu trop roboratif pour moi. Le destin des marins, en fait, enfin les flashbacks sur les marins, c'est effectivement pour les humaniser, mais les pauvres, comme on sait que à 2 jours près ils vont disparaître, c'est très compliqué de s'y attacher. Est-ce que c'est peut-être ça? Alors je pose la question à Yohannis et puis aux autres évidemment aussi, mais qui fait que peut-être alors il y a plein de qualités à cette série qu'on va quand même donner, mais qu'on reste peut-être un peu à distance des personnages ou un peu à distance de l'histoire d'amour.
Ioannis et puis Pierre. Oui, peut-être. Moi, c'est vrai que c'est une série à laquelle j'ai pas accroché plus que ça. Alors, c'était marrant, elle m'en a rappelé une autre beaucoup plus ancienne et je crois assez méconnue, hein. En 1983, la BBC avait mis à l'antenne une série qui s'appelle Spy Ship. Et c'est une série dans laquelle deux enquêteurs cherchent à élucider les circonstances dans lesquelles un chalutier a mystérieusement chaviré sur fond de regain de tension maritime entre la marine soviétique et celle de l'OTAN. Vous voyez, ça ressemble quand même pas mal, hein, au pitch du Galet de Brest. Et c'est une série qui, je trouve, qui est une bonne série, mais qui souffrait aussi un petit peu des mêmes manques que Benjamin vient de signaler, c'est-à-dire cet équilibre à trouver et pas toujours trouvé entre justement l'intrigue politico comme ça, politique qui encadre un peu le récit, la destinée individuelle. Voilà. Donc c'est vrai. Mais en tout cas, la série de 83 était inspirée, elle aussi, d'événements réels qui étaient survenus une dizaine d'années plus tôt, donc en Angleterre. Et alors, c'est un peu deux séries, c'est un peu trop léger pour parler de tendance, mais ça montre qu'il y a comme ça des histoires qui reviennent parce qu'effectivement, ce sont des sujets, comme disait Benjamin. Pierre. Oui, et puis la première saison de Vigile reprenait à son départ absolument la même catastrophe en l'assumant un petit peu plus franchement, sauf que cette fois-ci, on allait mener l'enquête dans le sous-marin responsable du naufrage. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, j'ai plutôt défendu cette série, mais je reconnais tout à fait ses limites. Pour moi, elle mérite le coup d'œil pour deux choses: le côté true crime, pour employer un terme un petit peu utilisé à tort et à travers ces derniers temps. C'est-à-dire que je trouve assez admirable, c'est le savoir-faire d'Anne Landois, c'est ce qu'elle a fait dans ses autres séries avec plus ou moins d'habileté, mais de réussir à raconter une histoire très technique sans avoir peur de la technicité. Le personnage du spécialiste sous-marin est à lui seul. Moi, j'aurais voulu lui voir une série, c'est-à-dire que on tient à une sorte de Dr House de l'enquête en sous-marin, enfin, qui est assez savoureux. Donc là, moi, je trouve que c'est assez courageux d'aller dans la technicité. Je suis assez fan aussi, et là aussi c'est une des spécialités d'Anne Landois, de ce que ça dit du mépris de classe, d'une autre France, de comment ces gens-là en fait n'ont jamais eu de réponse, même s'ils ont une petite idée de ce qui a pu se passer, notamment parce qu'ils sont des petites gens quoi, de la France d'en bas, comme disait l'autre. Et là aussi ça m'intéresse. Maintenant, il y a des artifices qui permettent de faire tenir ce navire, sans mauvais jeu de mots, qui sont une histoire d'amour, où n'entrons pas dans les détails pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui aurait pu être touchante, mais qui est un peu maladroite. C'est d'ailleurs peut-être le fait qu'elle est maladroite qui fait qu'elle est touchante. Enfin bon, voilà, c'est un peu fragile. Et il y a effectivement tout un côté flashback sur les marins, tout un côté mélodrame qui me convient un petit peu moins. Mais le résultat de tout ça mis bout à bout, c'est que je trouve qu'on a un assez bon exemple de série assez classique, un peu formatée pour un public qui est celui d'Arte, qui est un public intellectuellement plutôt exigeant, mais plutôt âgé, et qui me fait penser tout petit peu moins bien, mais pas franchement honteux, aux bonnes séries calibrées, soignées de la BBC. Pour moi, c'est un bon produit bien fabriqué, intelligent et bien mené. Et c'est ce qui fait que j'ai voulu la défendre là où j'ai eu d'autres sons de cloche. Peut-être que ça sera celui d'Audrey, plus négatif et plus franchement ennuyé par cette série-là. Alors Audrey. Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, mais pas tout à fait avec tout. Moi, c'est plutôt le genre de série, j'y vais à reculons. C'est la série dossier doublée d'une série sociale. C'est absolument pas ce qui me fait vibrer. Surtout quand ça regarde très très fort, comme l'a dit Pierre, de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire du côté des séries de la BBC, mais sans la tension dramatique et l'urgence qui peut habiter, pas toutes, mais quand même. Souvent, dans la BBC, il y a, surtout avec ce découpage en 4 épisodes qui est maintenant devenu un peu la règle, il y a quand même une urgence ou quelque chose d'un tout petit peu plus existentiel qui se manifeste et qui, là, est assez absent. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est peut-être parce que ça reste un dossier, finalement, qui n'a pas de réponse. Et que la série va faire un effort qui est très louable de pédagogie, comme on l'a dit, de s'intéresser au jargon, mais je vous avoue que j'ai toujours pas tout compris. Au bout de 5-6 épisodes, une fune, pour moi, ça reste toujours très, très, très
flou dans ma tête. Mais en tout cas, il y a un effort de montrer que le dossier est très épais, qu'on cherche des réponses, que beaucoup de gens ont cherché des réponses pendant très longtemps aussi. Et ça, on ne sent pas assez le temps qui passe dans la série. C'est pour moi une de ses grandes faiblesses. Et ça tient, je crois que c'est Benjamin qui le disait au début, à effectivement ce découpage qui lui donne un rythme très particulier d'aller et retour dans le temps que moi, je n'ai pas trop compris et qui surtout dessert beaucoup la série, quoi, qui l'affaiblit au niveau du rythme et qui, moi, m'a empêché de vraiment m'y accrocher. Quant à cette vision des petits contre les gros, des puissants contre les forts. Bon, j'ai trouvé ça très schématique, surtout incarné par le personnage de Mathieu Demy que je trouve pas très bien casté. En fait, c'est un acteur que je trouve pas très à l'aise dans ce personnage. Il est mieux que dans On the Verge, hein, pardon. Je trouvais qu'il jouait assez mal dans On the Verge. Et là, moi, je le trouve plus intéressant dans On the Verge parce que pour le coup, il est vraiment désagréable. Bah oui, moi ça m'intéresse plus quand il est désagréable que quand il fait le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Voilà, de la veuve et de l'orphelin, surtout que Nina Meurice en face essaye de faire quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus nuancé, et qu'on essaye de les faire se mettre ensemble, pardon pour le spoiler, et ça fonctionne pas du tout. En revanche, là, ce que j'aimais dans la série, quand même, contrairement à ce que disait Benjamin, moi, je l'ai pas trouvé trop versé dans le pathos. Mais c'est pas forcément ça qui la rend bonne non plus. Par exemple, tout à l'heure, on va parler d'une autre série, on va parler de La Rivière des Disparus, qui est beaucoup plus dans le pathos, mais qui est bien meilleure, je trouve, qui est bien mieux réussi. Donc, c'est pas parce qu'on met les émotions à distance que ça fonctionne, que ça fonctionne. Donc, alors, c'est marrant parce qu'on n'a pas vu la même chose, hein, Benjamin et moi. Benjamin, c'est peut-être un petit peu plus submergé, moi, beaucoup moins. Mais en tout cas, j'aurais voulu peut-être plus de pathos, j'aurais voulu plus d'émotions, j'aurais voulu qu'on me montre aussi un peu plus ces travailleurs de la mer, parce que c'est un hommage aussi aux travailleurs de la mer. Et finalement, on n'est pas assez avec eux. On n'est pas assez sur l'eau. Pour moi, c'est une série qui manque un peu de sel et qui manque un peu d'embrun. Pierre. Non, mais Audrey a commencé à le dire, quand même mentionner Nina Meurice. Alors le truc, c'est que ces derniers temps, en fait, à peu près tout ce qu'elle fait est bien vu, est bien senti. Elle reconnaît elle-même, elle a une petite casquette de l'actrice sociale qui est en train de se visser très fort sur sa tête. Et elle a eu une sorte de César pour l'ensemble de son œuvre sociale qui lui a été remis pour une scène de l'histoire de Souleymane où elle est par ailleurs admirable, mais qui, je pense, est aussi une sorte de prix pour plus que juste cette scène. Et je trouve qu'on tient une actrice qui arrive à incarner la modestie, enfin qui a en fait et là c'est peut-être là qu'on retrouve quelque chose de très anglais. Qui est dans un jeu qui est tout en retenue, je la trouve jamais mélodramatique, je la trouve jamais excessive, et pourtant Dieu sait qu'elle a un rôle qui aurait pu pousser à ça. Et en plus, c'est un rôle qui est très symbolique parce que quand on réfléchit bien, on se dit mais pourquoi cette femme se tue comme ça pour participer à cette enquête, pour comprendre la vérité, alors c'est que la belle-sœur d'une des victimes. Et on comprend beaucoup plus tard qu'il y a quelque chose de plus intime et qu'il y a une erreur personnelle, non, mais en tout cas une implication personnelle dans l'histoire qui fait qu'elle se sent coupable. Mais moi, je la trouve toujours admirable et c'est pour moi un point assez positif de cette série. Benjamin, est-ce qu'on n'est pas dans une tradition française de séries qui vont être un peu thriller, un peu procédurales et en même temps avec un arrière-fond social, avec un arrière-fond d'exploration d'un univers, ici l'univers de la mer, le personnage de Nina Meurice travaille dans une fabrique de conserve de poissons. Donc voilà, est-ce qu'on ne retrouve pas cette tradition-là avec aussi des formes de filmage ou de réhabilitation Pierre disait de la France d'en bas. Enfin, là on est quand même dans quelque chose qui est bien maîtrisé. Oui, bah c'est vrai que Pierre le disait, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir sur Arte. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est une tradition, mais c'est quelque chose qui s'installe. Mais j'en reviens du coup à mon argument initial, c'est que moi, c'est la question du point de vue. Et on a beaucoup apprécié, je pense toutes et tous, les travaux de Jean-Xavier Delestrade. Quand il fait je sais pas, 3 fois Manon, moi j'avais adoré ça sur Arte, ou Sambre plus récemment sur France 2. Il y a un regard. Alors moi, j'en reviens toujours à cette question je sais pas, c'est la politique des auteurs, mais en tout cas d'une vision auteuriste, parce que finalement, on voit bien que c'est ça qui fait la différence dans une série, entre une série bien appliquée. Là, on voit que c'est bien appliqué, c'est propre, c'est soigné, mais c'est sage.
Et c'est pour ça, quand cette série-là est récompensée en tant que meilleure série française, moi je me dis, j'en reviens toujours à cette idée, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on salisse un petit peu tout ça, quoi. Et de l'Estrade, lui, il a ce regard. Alors il est pas tout seul, hein, il est entouré de collaborateurs, mais il a cette vision de comment on va raconter son histoire. Et dans Sambre, on l'a bien vu avec ce découpage épisode par épisode, avec des points de vue qui changent à chaque épisode. Là, c'est pas le cas dans 37 secondes. Alors qu'est-ce qu'on fait pour artificialiser, pour complexifier? On fait ce jeu de va-et-vient temporel. Mais ça, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Et qu'est-ce que ça apporte en fait? En fait, c'est un mécanisme qui est au service de je sais pas quoi. Et à mon avis, on a raisonné à l'envers là, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de l'idée pour formaliser et trouver un concept qui serve cette idée. C'est un peu l'inverse à mon sens. Alors, j'ai pas été dans les réunions pour voir comment ça a été écrit, mais je me dis que voilà, à un moment, on s'est dit tiens, on va complexifier ça, on va en faire une fiction puzzle avec des allers-retours temporels et vous allez voir, ça va tout à coup donner une ampleur. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut que ça soit vraiment au service d'une réflexion, d'une problématique, si on peut dire en termes universitaires, pour traverser la série. Voilà, c'est un petit peu ça qui me manque, mais par contre, je suis d'accord sur la qualité, sur l'interprétation de Nina Meurice. Voilà, c'est une série qui est tout à fait louable et de bonne facture. On voit que c'est une production d'Arte et que. Mais juste un dernier mot, c'est ce format 6 épisodes qui, moi, est toujours un petit peu bâtard parce qu'on veut y mettre beaucoup de choses. Il y a plusieurs séries en fait qui s'entremêlent. Et peut-être, je me dis, des fois, il faudrait faire des choix un peu plus restreints, mais pour pouvoir s'étendre dans ce format qui est à la fois très ample, mais en même temps assez restrictif. Donc, il faut trouver un entre-deux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Pierre. Oui, une toute petite chose pour pas s'éterniser sur cette série-là. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Quand même une différence de taille, hein, c'est que de l'Estrade réalise aussi et du coup a une vision plus globale, je pense. Alors, il écrit pas seul, ceci étant dit, mais à la différence d'Anne Landois qui ne réalise pas et qui du coup change de réalisateur à chaque fois, ce qui, je pense, moi, je pense que sa vision, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, sa vision, elle est assez nette quant à ce qu'elle veut raconter. Peut-être moins à comment raconter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu perdu. Et du coup, pareil, je suis d'accord sur les 6 épisodes. Audrey, tout à l'heure, tu disais 4, mais c'était peut-être un lapsus révélateur. En 4, ça aurait été mieux, je pense. C'est-à-dire qu'en 4, ça aurait été sans doute plus resserré. Mais en même temps, il faut raconter 25 ans. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de choses qui s'entrechoquent là, qui font que la série est imparfaite. Mais c'est peut-être la tolérance pour les fictions françaises, les séries françaises qui tentent quelque chose au moins dans le fond et qui le font avec un vrai propos social qui font que pour moi au bout du compte on a quand même envie de soutenir cette série. Et puis Anne Landois fait un énorme travail documentaire, hein, pour l'avoir interviewée. Enfin voilà, elle l'a dit aussi évidemment à plein d'autres, mais elle va dans les prétoires, dans les tribunaux, elle se renseigne, elle a des experts dans tous les sens. Donc il y a aussi cette dimension-là documentarisée qui donne vraiment une force à la série, à ces séries en général, je trouve. Audrey. Oui, non, je disais 4 épisodes, pas pour 37 secondes, mais pour les séries de la BBC, oui, en général, y compris les séries anglaises telles qu'elles sont faites en ce moment, envoyées Adolescence ou Toxic Town, c'est des formats vraiment très. Et bien peut-être que justement, un 4 épisodes, 37 secondes, aurait réussi à synthétiser son propos et à rajouter une espèce d'adrénaline qui lui aurait permis peut-être de toucher, de nous toucher nous, et c'est-à-dire de toucher au-delà du public, du public d'Arte. On va peut-être donner le dernier mot pour Ioannis, pour cette série, sur la question géographique, la question du littoral. En préparant l'émission, on se disait, est-ce qu'il y a un concept? Alors, c'est peut-être pas un concept, mais une notion, la série littorale, des séries qui se passent en bord de mer. Alors oui, enfin pour les séries françaises, parce que pour les séries britanniques, ça existe depuis très longtemps, mais dans les séries françaises, c'est vrai qu'il y a une tendance lourde, hein, quand même dans la fiction. Alors c'est dû en grande partie au fait qu'en dehors de la région parisienne, les 2 régions qui concentrent maintenant la plupart des tournages, c'est l'Occitanie et les Hauts-de-France, donc 2 régions littorales, et dans lesquelles du coup on voit beaucoup de bords de mer, hein, et on a eu depuis déjà maintenant plus d'une décennie beaucoup de séries policières de bord de mer, hein, 2 flics sur les docks, Candice Renoir, Les Témoins, voilà, avec plus ou moins de soleil selon qu'on est justement au nord ou au sud. Et puis évidemment dans le soap, hein, un soap comme Demain nous appartient, je remonte pas jusqu'à Sous le soleil pour pas vous donner envie de le rebinger, mais qui était peut-être la première de ces séries littorales, hein, puisqu'elle se passait prétendument à Saint-Tropez. Et depuis, on en a eu plein d'autres. Enfin, quand on regarde un générique d'un soap quotidien français, maintenant, on a des décors de plage.
Bon, alors il y a un phénomène encore plus général derrière ça, qui est le balnéotropisme, hein, vraiment l'attirance pour les littoraux qui caractérise toutes nos sociétés depuis maintenant longtemps. Mais en tout cas, dans les fictions françaises, je trouve ça très frappant. Alors là, il y a la petite spécificité, c'est qu'on est effectivement du côté des chalutiers, des pêcheurs, des conserveries de poissons. Donc évidemment, c'est moins glamour que les marinas qu'on pouvait voir dans d'autres fictions. Mais il y a vraiment quelque chose, cette attraction vers la mer, et qui souvent du coup a rapproché aussi certaines de ces séries françaises de leur pendant britannique ou scandinave, où on a aussi plein de séries comme ça de bord de mer, et ça a donné des esthétiques. Alors l'avantage du territoire français, c'est qu'on peut avoir à la fois de l'ensoleillé du Méditerranéen, et puis au contraire du beaucoup plus gris, brumeux, voilà, du côté du nord. Et c'est vraiment, et sans parler de bien sûr, les crimes A de France 3, il y en a énormément qui se passent en bord de mer C'est aussi. le Tour de France, par ailleurs, crime A. Mais le tour des littoraux, hein, essentiellement. Ouais. Impeccable, merci beaucoup. Le sens des choses, deuxième série qui nous intéresse aujourd'hui sur Max, donc nouvelle série produite par Fédération Studios, série du prolifique Noé Debré, à qui l'on doit pas mal de fiction ces derniers temps, Parlement et Zorro. Il a réalisé il y a 2 ans un film doux amer, on va dire comme ça, Le Dernier des Juifs, avec Agnès Jaoui et Michael Zindel. Ici, il est accompagné au scénario de Benjamin Charby, Elsa Manet et Julien Siboni. Tous les épisodes sont réalisés par Keren Ben Raphaël et c'est diffusé sur Max, je l'ai déjà dit. Elsa Gage, qui tient le rôle principal, a reçu le prix de la meilleure actrice à Sérimania, et elle est accompagnée par Eric Elmosnino qui joue son père, par Manu Payet, par Solal Bouloudni, Noémie Lvovsky ou encore Suzy Bamba. Le temps de quelques scènes, on aperçoit même Anthony Sonigo des Beaux Gosses. Elsa Gage incarne Léa Schmoll, personnage inspiré de Delphine Orviller. Elsa est une femme rabbin débutante dans une synagogue libérale de Strasbourg, qui doit résoudre les problèmes tout autant religieux que sociaux que psychologiques que lui posent ses ouailles. Elle va piocher dans un judaïsme moderne des réponses à des questionnements qui sont universels. Qui veut commencer? Audrey, peut-être, sur cette série qui arrive à bien conjuguer la comédie de situation et puis une dimension plus métaphysique, voilà, ce que les individus traversent. Oui, moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce que font en général Benjamin Charby et Noé Debré, c'est cette façon de faire coexister la comédie avec quelque chose de plus existentiel, de plus profond. C'était le cas dans Zorro. C'est aussi le cas d'une certaine façon pour Noé Debré dans Parlement. C'est dont la 4e saison d'ailleurs arrive dans pas très longtemps, où à partir d'un sujet qui peut paraître très technique, finalement les arcanes du Parlement à Strasbourg, c'est pas forcément beaucoup moins compliqué que la Torah. Donc, à partir de ces sujets très techniques, de parvenir à rejoindre des questions qui sont plus universelles, ou en tout cas qui nous touchent plus en tant qu'homme ou femme, et puis aussi en tant que citoyen. Donc, ça je trouve ça assez passionnant. Là, on a une vraie finesse d'écriture que moi, j'ai pas du tout retrouvée dans 37 secondes ou même dans Clean, qui est l'autre série française dont on va parler. Alors après, c'est peut-être aussi que ça vient d'un sujet qui est plus délicat, qui est plus propice à la subtilité et à des questions qui sont posées pas forcément de façon péremptoire, mais en tout cas en essayant d'aller voir quelle est la demande des gens qui viennent voir cette jeune rabbine qui vient de s'installer dans une synagogue libérale, comment elle développe sa pratique au contact des gens qui viennent la voir et puis au contact de sa propre famille, de son frère. Son père est complètement athée, ne comprend absolument pas ce qu'elle est allée faire là-dedans. Il la surnomme donc Camillo. Et puis face à elle, viennent consulter des gens qui ont une approche du judaïsme aussi qui peut être très, très différente. C'est un dispositif qui est extrêmement fécond, celui du rabbin qui reçoit les gens, qui écoute leurs problèmes et qui va tenter de donner une solution qui est en tout cas une réponse qui est celle de la Torah, mais qui est aussi sa réponse à elle. Moi, je pense que là encore, à la différence peut-être de 37 secondes, c'est une série qui montre l'importance, évidemment, du scénario, mais bon, ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose, mais qui montre aussi l'importance du casting. C'est une série que j'ai trouvée extrêmement bien distribuée dans tous ses rôles, y compris les rôles secondaires les plus courts, parce que le dispositif fait que
Il y a une histoire bouclée à chaque épisode à peu près, donc il y a environ 30 minutes par épisode avec des seconds rôles qui vont venir et qu'on ne va pas forcément recroiser. On croise plein de têtes connues qu'on a vues ailleurs et qui viennent juste pour quelques moments et qui viennent faire une petite partition d'acteurs qui est toujours assez intéressante. Et puis, il y a le noyau dur qu'on voit évoluer jusqu'au bout de la saison. C'est une saison en plus qui se présente de façon ouverte avec la possibilité d'une deuxième. Moi, je trouve ça hyper stimulant. Et toute cette troupe d'acteurs que j'ai trouvé hyper juste et hyper bien. Alors, pour le coup, c'est hyper bien réalisé. Là, on parlait de la réalisation de 37 secondes. Là, ça n'a absolument rien à voir. Vraiment, le point de vue de la Rabine est parfaitement équilibré avec celui des autres personnages. Il n'y a pas une scène en trop. Il y a un tempo comique. Il y a un soin dans le placement des personnages. C'est extrêmement bien dialogué. Moi, j'ai trouvé ça mais tellement plus frais, tellement plus drôle et tellement plus profond de ce que j'ai pu voir à Série Mania en même temps. Pour moi, c'était une série qui était très, très largement au-dessus des autres. Tout ça pour dire que je suis parfaitement d'accord avec le prix qui a été attribué à Elsa Gage. Mais pour moi, la série française la plus intéressante de la sélection, c'était évidemment celle-là. Alors c'était un peu casse-gueule au départ parce qu'il s'agissait d'adapter Vivre avec nos morts de Delphine Orviller, donc on s'est dit ça va être plombant, ça va être l'angoisse absolue. On pense à Six Feet Under, je sais que ça a été une inspiration pour les auteurs avec l'idée que à chaque épisode, les personnages vont rencontrer de nouveaux individus qui vont aider dans un moment de vulnérabilité ou de problème et que ça va évidemment les nourrir et nourrir aussi leurs interlocuteurs en retour. C'était un peu casse-gueule, mais là pour le coup ça a bien marché parce que la comédie vient injecter quelque chose. Pierre, c'est aussi ta perspective? Oui, j'ai failli dire une grande série, parce que c'est un peu, ça veut tout et rien dire une grande série, mais en tout cas, c'est une très, très bonne série. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour Noé Debré. Alors, évidemment, avec Benjamin Charby, là, sur nombre de ses projets. Mais en fait, il suffit de voir tous les films, les séries par le passé auxquels il a prêté sa plume. On a affaire à un auteur, probablement un des meilleurs scénaristes français du moment, et qui là, en fait, au-delà de tout ce qu'a dit Audrey, qui est très juste, passer les comparaisons de 37 secondes, moi, c'est deux voitures vraiment très, 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 très différentes. N'accablons pas 37 secondes à la lumière du sens des choses. Je pense que c'est deux projets radicalement différents. On a une voix qui s'exprime. Avant même de rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui est frappant et qui est frappant parce que c'est pas si souvent que ça arrive à la télé française et dans les séries françaises. On parle de Parlement, autre série où on entend une voix très clairement. Et je parle pas de voix divine. Moi, j'ai été bluffé par cette série. Parce que je suis totalement athée, je suis toujours intéressé par les choses de l'esprit et de l'existence, mais j'ai été à la fois amusé, pas dire que c'est une série à fou rire, mais c'est une série pleine d'esprit, d'une intelligence et d'une douceur et d'un humanisme. Quand on a débattu au cercle, je me suis presque levé sur mon tabouret parce que en fait, j'avais en face de moi certains camarades qui aimaient pas la série. Et je dis, mais comment on peut ne pas aimer cette série? On peut ne pas forcément être fan des personnages, etc. Mais on a si peu souvent à la télé française autant d'intelligence, autant de subtilité, autant on sent le plaisir, l'envie d'écrire, de raconter. En fait, c'est aussi, voilà aussi la tradition juive, pour ce que j'en connais, tout ce plaisir du récit, tout ce plaisir de créer des personnages et de les faire exister. Et même tous les personnages qui n'ont strictement rien à voir avec le bouquin d'Orviller, à commencer par le père, qui est un personnage comédie, j'allais dire plus, mais qui est aussi porteur de quelque chose de très dramatique, fonctionne à 100%. Et pour moi, on a là le genre de série que j'aimerais voir durer 3, 4, 5, 6 saisons. Il y a largement de quoi faire. Et ça, c'est assez admirable. Après, tout ce qu'a dit Audrey, c'est vrai sur les questions existentielles, sur ce que ça dit de la mort, de la vie. Il y a des moments à pleurer, pour le coup, dans cette série, d'une très, très grande beauté. Et puis, c'est aussi une série très politique au sens le plus large du terme, avec ce que ça dit de la religion, de sa place dans la société, et en fait, de à quel point ça peut être une chose magnifique, la foi et même les textes sacrés. On a des passages de Torah qui sont lus, c'est bouleversant.
qu'on soit croyant, juif ou pas, en fait. Le personnage de Lionel Abelansky qui enterre sa mère seul était vraiment un très très beau personnage et épisode très très touchant. Et j'ajoute très joli générique, dessiné, suspendu, un peu poétique. Benjamin, ton entrée dans cette série? Ouais, je souscris complètement à ce qu'ont dit Audrey et Pierre. Pour moi, c'était clairement la meilleure série française. Enfin bon, je reviens pas là-dessus, mais c'est vrai que sur la construction, j'étais intéressé parce que je trouve qu'il y a une sorte d'humilité de la forme. Là, pour le coup, il me semble qu'il y a une vraie adéquation entre le fond et la forme. C'est-à-dire que au départ, ça se présente comme des épisodes à récit bouclé, comme l'a dit Audrey. Effectivement, on pense à Six Feet Under, mais la grande force de Six Feet Under, c'était de mêler les deux, l'épisodique et le feuilletonnant, c'est-à-dire des histoires au long cours, et puis dans chaque épisode, une histoire avec des acteurs qui apparaissent le temps de l'épisode. Et là, ce que fait très bien cette série, Le Sens des choses, c'est qu'elle mêle les deux, et puis à des niveaux intermédiaires, c'est-à-dire que même dans les seconds rôles, il y en a qui reviennent. Je pense à Manu Payette, qui est, on se dit, c'est le personnage d'un épisode, il va avoir son histoire, et puis ensuite il va disparaître, ce qui fait un peu guest star à l'américaine, et ça peut être à double tranchant parce que ça peut donner un emploi un petit peu starifié et puis donc un peu m'as-tu vu. Et là, c'est pas le cas parce que ces personnages, ils ont une vraie existence et une présence qui devient semi-récurrente. Donc là, c'est ce qu'on appellerait techniquement une série semi-feuilletonnante formulaire. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui est respectée dans chaque épisode, mais c'est semi-feuilletonnant parce que des personnages reviennent. Et ça, je trouve ça très intéressant. On fait très peu ça quand même dans les séries françaises. Le format comédie déjà, là, c'est plutôt de la dramédie. On est au croisement de la comédie et du drame, avec cette forme narrative très 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 sophistiquée. Donc là, on sent bien l'influence des séries américaines, et on voit bien que Noé Debré, c'est quelqu'un de cette génération qui est sous cette influence. Je pense que c'est un féru de séries qui doit connaître tout ça par cœur. Il a étudié aussi les mécanismes d'écriture. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit finalement l'influence de ces séries et aussi des formations sur les séries qui préparent les auteurs de demain. Et là, on voit ces gens-là qui arrivent sur le devant de la scène. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que c'est une série de Max. Et moi, je vois cette série, elle est pour, elle est pour France TV ou France TV Slash ou pour France 2, soyons fous. Enfin, je veux dire, c'est étonnant que ça passe par une plateforme. Et donc Max est intéressante de ce point de vue-là, parce qu'entre cette série-là et puis The Pitt, qui est aussi une autre forme de télévision qui respecte vraiment les traditions des formes qu'on a pu connaître, mais tout en les modernisant, je trouve que ça apporte plein de nouveautés, plein de fraîcheur, plein de vitalité dans la fiction française. Et donc je suis complètement d'accord avec Pierre, il y a un nom là vraiment à suivre, peut-être plusieurs noms même à suivre. Et puis donc Emmanuel, tu as cité la réalisatrice aussi, il y a aussi un regard de réalisatrice, d'auteur, d'autrice au sens de la mise en scène qui traverse également la série. Donc je trouve que là, il y a une cohérence totale dans ce projet, très humble, très modeste, et finalement qui donne une série très puissante. Parce que Six Feet Under, au début, c'était ça. C'était aussi une série assez modeste, assez humble, et qui finalement est devenue une des plus grandes séries de l'histoire de la fiction américaine. Alors on disait que c'est sur Max, alors que ça pourrait être très service public. Pierre, un mot sur le diffuseur? Non, mais je suis d'accord, hein, ça devrait être service public. Et d'ailleurs, Parlement, c'est France.tv. Ouais. Mais malheureusement, il y a beaucoup de séries qui devraient être service public. Je me rappelle, c'est la première chose qu'on avait dit en voyant Oussekine. En disant, mais c'est pas au bon endroit ce truc-là. C'est précisément une série de service public. Tant mieux si les plateformes, en tout cas certaines, il y en a une dont le logo est un N rouge qui fait pas trop ce travail-là, mais tant mieux si les plateformes en France arrivent à créer des espaces pour les auteurs de s'exprimer. Maintenant, je suis très inquiet de savoir si le public a répondu présent. Hein. Ça risque d'être comme pour la défunte drôle de Fanny Herrero. On risque de la voir disparaître ou pas, sans avoir d'explication assez convaincante. Mais en fait, ça devrait être au service public d'investir de l'argent dans des petites séries comme ça. Parce que je dis petites parce que franchement, ça n'a pas dû coûter une fortune. Ouais. Parce que c'est un petit casting, c'est tourné, je pense, en bonne partie dans les rues de Strasbourg, qui est une ville qui a son importance, hein, parce qu'elle est importante pour Noé Debré, donc ça rajoute une petite dimension autobiographique à cette histoire-là. Mais oui, effectivement, ça devrait. Je suis plutôt inquiet de l'avenir de France.tv. On a entendu des choses en mode maintenant ils vont faire plutôt des séries avec plus d'argent, plus ample, des coproductions internationales et tout. Pour moi, cette série, c'est une anomalie, entre guillemets, industrielle. Avant, il y avait qu'OCS et France.tv qui faisaient ce genre de petites séries. On n'est pas en visio, mais je fais des guillemets.
Et en fait, il en faudrait beaucoup plus parce que c'est dans ces espaces-là que s'expriment des regards de scénaristes. Après, il faut du pognon si on veut faire des grosses séries de réalisateurs et tout, mais c'est encore autre chose. Audrey. Juste pour rebondir sur ce que dit Pierre et sur cette question des moyens du diffuseur, déjà, Karen Ben Raphael, elle est franco-israélienne et elle sait parfaitement justement faire des séries avec très très peu d'argent. Et ça se sent. Et c'est Noé Debré, Benjamin Charby l'ont dit. Ça faisait partie des critères aussi de choix, parce qu'ils n'étaient pas forcément partis sur un réalisateur ou une réalisatrice qui aurait la double nationalité ou même qui viendrait d'Israël. Donc ça compte, je pense, dans la qualité de la série. Après, moi, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que ça dit du service public de ne pas faire ces séries-là ? Parlement, au début, c'était quand même sur Slash, donc pas destiné à une diffusion en linéaire. Service public, mais pas destiné à une diffusion en linéaire, donc plutôt pensé pour un public qui serait plus jeune, qui aurait plus l'habitude de regarder Netflix, les séries, donc HBO sur OCS à l'époque, ou tout ça. Donc ça dit quelque chose. Et finalement, ils ont été un peu dépassés par le succès de Parlement au point de le passer à l'antenne. On peut avoir aussi des surprises dans ce sens-là. Donc, mais moi, ça me paraît très logique aussi que France Télévisions ne fasse pas ce type de série-là, parce que ça permet aussi à la série d'être et de ne pas être ce qu'elle a envie ou pas envie d'être. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est une série qui est très peu politique, qui tourne en permanence autour de ces sujets-là, sans vraiment s'en emparer. Alors, on peut y voir une limite. Moi, je vois aussi un choix très clair. Noé Debré a dit qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire dans Le Dernier des Juifs. Et cette envie vraiment de parler, d'avoir un point de vue qui soit celui de l'intime et de la pratique du judaïsme, et de ne pas parler du juif dans la cité, pour parler pour prendre cette image-là, je trouve que c'est un parti pris intéressant. Et est-ce que ça aurait été possible sur le service public ? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas sûre du tout. Pierre. Non, juste pour rebondir sur le côté politique, je crois que tout à l'heure, j'ai dit que je trouvais ça politique. On pourrait partir dans un débat de 4 heures, mais je vais me limiter à une phrase. Pour moi, faire preuve d'humanité, la série fait preuve d'humanité, c'est puissamment politique, surtout à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui. Donc une série humaniste très nécessaire. Benjamin et puis Yohannis. Ouais, pour rebondir là-dessus, moi je nuancerai un petit peu. Je comprends ce que tu dis, Audrey. C'est vrai qu'on n'y va pas complètement parce que sujet hypersensible et voilà. Mais par petites touches, un petit peu par la bande, quand même, on évoque les questions de l'orthodoxie, du radicalisme. On évoque les questions du terrorisme. Un moment, un fauteuil emballé dans la synagogue, on se dit attention, c'est une bombe. Donc on y va un petit peu quand même. Et puis j'ai noté un échange de répliques lors d'un débat dans l'épisode 5 qui me semblait intéressant, parce que le personnage de Gage dit elle parle de lire les textes bibliques à l'aune de la réalité de notre époque. Ça, c'est sa vision à elle, c'est une vision, on va dire, moderniste de la théologie. Et l'autre rabbin qui lui réplique, plus ancien, lui, il veut lire la réalité de notre époque à l'aune des textes bibliques. Et ça me semble très intéressant parce que c'est vraiment un débat d'idées qui est extrêmement contemporain. Quelle est la lecture que l'on veut faire des textes bibliques ? Est-ce qu'on veut les mettre au service de notre actualité, de notre réalité et de notre quotidien, ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce qu'on veut asservir notre quotidien au texte biblique et donc quelque part revenir à une lecture plus, entre guillemets, rigoriste ou plus traditionnelle, ancienne des textes ? Et ça, il me semble que c'est un débat fondamental dans la société française qui est la nôtre aujourd'hui. Et puis la série parle d'antisémitisme, parle quand même de ces questions-là. Donc pour moi, c'est la bonne manière de le faire, parce que si on y va trop frontalement, il va y avoir une réaction de rejet, et je suis pas sûr là pour le coup qu'une plateforme comme Max soit prête à aller dans ces extrêmes-là aujourd'hui. Moi, je l'attendrai du service public, mais là c'est un vœu pieux. Mais par contre, ça permet quand même d'évoquer ces sujets et de faire réfléchir son public sur aussi les rites, sur la bar mitzvah, sur les funérailles, sur l'enterrement, l'incinération, sur le mariage, toutes ces choses-là qui sont ritualisées par la série, qui citent la Torah, qui citent les textes bibliques. Donc ça, c'est quand même peu commun. Moi, je pensais à une série comme Transparente, qui aussi était inscrite sur un fond de judéité, qui allait évoquer aussi ces questions-là avec un autre sujet très fort à côté. Donc je trouve qu'il y a un entremêlement de l'intime et du théologique qui me semble assez passionnant dans cette série très actuelle et très, ça fait réfléchir en fait. C'est ça qui me semble intéressant, c'est que ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous pousse à revoir nos idées, nos idéaux peut-être. Et rien que ça, c'est tout ce qu'on attend des séries. Moi, c'est ce que j'attends des séries françaises et en particulier des séries de ce qu'on appelle le service public. Là aussi, je fais comme Pierre, je mets des guillemets. Avec en tout cas des personnages très très habités et très prenants. Audrey.
Oui, un dernier truc, parce que sinon on va passer toute l'heure là-dessus, mais comme quoi c'est vraiment une série qu'il faut voir, quoi. Juste pour répondre à Benjamin, je suis d'accord, mais quand on parle à Noé Debré de la façon dont il a conçu cette série, quand il aborde l'antisémitisme, quand il aborde l'opposition entre une pratique orthodoxe ou une pratique plus libérale du judaïsme, il dit que lui, il n'aborde pas ces thèmes pour y trouver une réponse ou pour fournir matière à débat, mais juste pour rappeler que ça fait partie du quotidien d'une personne juive. L'antisémitisme, elle fait partie du fait d'être juif aujourd'hui, en France encore. Ces questions-là, entre quelle pratique de la religion on peut avoir, ça fait partie de la vie quotidienne. Et justement, j'ai beaucoup aimé cette approche par le quotidien, par l'intime. C'est un peu ce que tu disais aussi, hein, cette approche qui vise pas forcément à trouver des réponses, mais en tout cas juste à trouver du sens. Et à trouver du sens juste au niveau de la communauté, de la famille, du couple, etc. Strasbourg, en tout cas, on a enregistré là la plus ancienne présence juive en France. Ioannis, c'est un bel écrin, cette ville, pour une fiction. En tout cas, elle est très bien filmée et très bien mise en valeur, cette ville. Oui, puis là, effectivement, il y a une importance historique. Alors, bon, Pierre rappelait que c'est une ville significative pour Noé Debré, mais comme tu viens de le dire, Emmanuel, effectivement, c'est une ville qui compte beaucoup dans l'histoire du judaïsme français, qui a été au XIXe siècle, donc le lieu où se trouvait la deuxième communauté juive de France après celle de Paris. Et donc, il y a aussi un sens historique dans une série qui parle quand même qu'aussi beaucoup de mémoire familiale et d'histoire. Et puis moi, j'ai relié ça, justement, tout à l'heure, on parlait du générique, à ce motif de la femme au balcon, hein. C'est le dernier motif du générique d'ouverture de la série. Et alors, cette femme au balcon, c'est en fait un motif quand même très traditionnel de l'histoire de l'art, qui dans quelques séries récentes, je trouve, est un petit peu inversé, puisque c'est un motif classique de l'objectif, enfin de la femme objectifiée, quoi. C'est Juliette désirée, enfin bon, voilà, il y a quantité d'exemples. Et en voyant cette femme au balcon, on la voit dès la fin du premier épisode. Cette rabbine au balcon, j'ai repensé à une série qui était moins bonne, hein, mais à 66.5, là où on voyait cette jeune avocate au balcon de son cabinet d'avocat à Bobigny. Et dans les deux cas, on a une jeune femme comme ça qui surplombe un peu la ville et qui pèse un peu quel va être son rôle, cette place dans cette ville, qui est à la fois en plein questionnement et en même temps dans une démarche un peu d'affirmation, voire de conquête, hein, donc qui est assez intéressante. Et je trouvais que voilà, ce motif disait beaucoup de choses, parce que des hommes au balcon qui pensent, qui méditent, enfin on pense à Dahan dans Thérapie, enfin on en a vu plein, mais des femmes au balcon, c'est, je trouve, un peu plus nouveau et intéressant. Et il y a un autre motif dans le même épisode, donc dans le premier, qui m'avait frappé, alors là du coup peut-être un peu, qui m'a rendu moins admiratif, c'est parce qu'il révèle le côté didactique de la série, c'est ce côté elle enregistre ses impressions, ses pensées au fur et à mesure, là, elle les saisit sur son téléphone, parce qu'on comprend que chaque épisode va nous livrer quand même un peu une leçon de vie, quoi. Il y a un peu le côté la leçon du jour, hein. Alors c'est pas toujours elle qui le formule, parfois c'est un des personnages secondaires de l'épisode. Et moi ça m'a rappelé Dr Dougie, vous savez, cette série des années 80 où un ado surdoué devient médecin bien avant l'heure, mais confronté, voilà, au monde de l'hôpital, des patients, etc., va à chaque épisode un peu retirer une leçon de vie qu'il consigne sur son énorme ordinateur, parce qu'on est dans les années 80, à la fin de chaque épisode. Et donc, il y a aussi un certain didactisme quand même dans cette série, qui est plutôt bien fait, mais bon, et puis qui permet d'avoir cette structure épisodique, hein, qui est intéressante. Mais c'est un autre motif qui m'a frappé. Dans Sex and the City, le personnage principal de Carrie fait un article avec tout ce qui lui est arrivé dans l'épisode en réalité. Un dernier mot sur cette série qui nous anime, Benjamin Campion. Bah oui, pour rebondir, pour finir sur ce que disait Ioannis, c'est vrai que ce respect de la télévision traditionnelle, il peut être une faiblesse de la série, mais il est aussi une de ses forces. Et un tout petit exemple, mais il y a un moment dans l'épisode 6, les personnages essayent de monter un fauteuil dans un escalier, et puis on entend pivote, pivote. Et là, on a une petite référence à Friends, hein, une scène classique de Friends. Et ça, et sans didactisme pour le coup, parce on cite pas les personnages, on cite pas la série, donc les gens qui ne connaissent pas, n'ont pas en mémoire cette scène, n'auront pas la ref, comme on dit. Mais ça fait partie des subtilités d'une série française qu'on peut attendre aussi, d'une ingéniosité de l'écriture qui va insérer des références à une sitcom extrêmement populaire, très connue et en même temps de NBC, quoi. Donc c'est pas une référence à HBO Six Feet Under, pour le coup, c'est une sitcom de NBC. Et les deux finalement se croisent dans cette série. Donc c'est bien le signe qu'il y a une complexité qui va chercher à la fois du côté de l'élitiste et du côté plus populaire. Et donc ce maelstrom, ce mélange des deux, je trouve qu'il est assez beau. Et donc on peut espérer que cette série effectivement soit amenée à durer, à avoir au moins une deuxième saison. Ça serait bien.
Voilà, c'était la beauté de la pop culture qui est autoréférentielle. La rivière des disparus, série en 8 épisodes produite par Peacock, diffusée sur Max, adaptée du livre éponyme de Liz Moore, qui a participé aussi à l'élaboration de la série avec Nikki Toscano. Dans le rôle principal, Amanda Seyfried, qui joue une policière désargentée qui enquête sur la disparition, en tout cas au départ, de sa sœur toxicomane, tout en essayant de régler des problèmes familiaux inextricables, emplis de secrets. Audrey, en regardant la série, il y a effectivement cette question sociale, il y a la question des secrets. Et on pense aussi à Mare of Easttown avec Kate Winslet. On est dans une atmosphère et dans un personnage féminin d'enquêtrice qui est assez ressemblant quand même avec cette série-là. Oui, on pense à Mare of Easttown à ceci près qu'on n'est pas sur HBO et que ce n'est pas Kate Winslet. Et pour moi, c'est pas forcément un problème, d'ailleurs, et elle le prouve, la série le prouve d'une façon assez surprenante. Là encore, j'y allais un tout petit peu à reculons, surtout vu la bande-annonce, qui est une bande-annonce extrêmement network, mais dans le sens un peu fun du terme aussi, hein, mais une bande-annonce qui nous montre qu'on n'est vraiment pas sur HBO, quoi, et que l'ambition de la série est d'être beaucoup plus grand public que ça. C'est un thriller complètement à l'ancienne, hein, avec une femme flic, donc incarnée par Amanda Seyfried, qui arrive à être extrêmement crédible, malgré son petit minois et ses très longs cheveux blonds. Je ne sais pas comment elle a fait, mais dans la série, elle interprète donc une policière qui est entrée dans la police parce qu'elle était un petit peu plus intelligente que les autres, parce qu'elle était un petit peu plus maligne, parce qu'on lui a dit, toi, il faut que tu t'en sortes, entre dans la police, c'est une bonne idée, tu vas faire carrière là-dedans. Elle a perdu ses parents très, très jeunes du fait de la drogue. Elle a une sœur et elle habite plus, elle vient de divorcer de son mari. Elle a un petit garçon et elle passe beaucoup de temps avec celui dont on pense au début qui est son père, mais en fait, c'est son grand-père. Et ça se passe dans le quartier de Kensington à Philadelphie, qui est un quartier qui est gangréné par la drogue, et notamment par les opiacés, mais pas que ça. Donc c'est une série qui a déjà l'intérêt de nous rappeler cette crise en cours aux États-Unis, qui est une crise toujours majeure, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus du tout. L'actualité est complètement cannibalisée par Trump, alors que ça continue à être une des principales causes de mortalité, en tout cas chez les adultes aux États-Unis, et notamment dans ces villes-là. Donc dans toute cette Rust Belt qui était montrée également dans Mare of Easttown. Donc ça, c'est une série qui creuse ce contexte-là de façon assez intéressante. Et c'est un récit qui va regarder cette crise plutôt à travers les femmes comme victimes, mais aussi à travers les femmes qui vont essayer de faire en sorte de résoudre des cas criminels et de faire avancer les enquêtes et en tout cas de trouver des solutions et des réponses à cette crise. Donc il y a un volet enquête qui va mettre cette policière sur la trace d'un tueur qui s'attaque à des femmes camées. Et il y a un volet familial, puisque donc le personnage de Michaela est en plein divorce, qu'elle a un enfant qui a des besoins spécifiques, qu'elle a des problèmes avec son grand-père, qu'elle a des problèmes avec d'autres membres de la famille. Ça, je ne vais pas trop déflorer parce que sinon on va perdre beaucoup du plaisir de découvrir la série. Et c'est une série donc, qui marche dans les traces d'un polar assez classique, avec les ripoux, avec les coéquipiers fiables ou pas fiables, avec les indices dans le quartier de Kensington lui-même, etc. Et puis, il y a tout un filtre de mélodrame qu'on n'attendait pas forcément là et qui va ajouter une espèce de couche de drame, de larmes, de pathos. Justement, voilà, c'est l'inverse de 37 secondes. C'est vraiment une série qui va prendre les sentiments de ces personnages à bras-le-corps. Il y a de l'amour, il y a des déchirements, il y a des trahisons, il y a des larmes, il y a des réconciliations. Tout ça, c'est très tourbillonnant. Et ça fonctionne là encore sur la durée, quoi. Les épisodes sont assez longs, le rythme est un peu bizarre, ça accélère, ça décélère, c'est un peu perturbant. On a l'impression qu'on va avoir une coupure pub toutes les 15 minutes. La coupure pub vient jamais parce qu'on est sur une plateforme. Enfin bon, c'est assez déroutant. On a un peu l'impression d'être dans les années 90 ou au début des années 2000. Mais finalement, il y a un attachement qui se fait au personnage.
on finit par la suivre comme on a suivi Kate Winslet dans Mare of Easttown, et avec des personnalités qui sont radicalement différentes, quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus esthétique, de beaucoup plus... Et bien finalement, cette Michaela, elle va quand même nous emporter jusqu'au bout de son récit, elle va finir par nous émouvoir d'une façon... je ne m'y attendais pas du tout, je me suis laissée complètement emporter, j'ai pleuré devant le dernier épisode à chaudes larmes. Moi, je me suis fait avoir par une scène où on lui offre un corps. Je n'en dis pas plus. J'ai été tranquille et puis bam. Alors peut-être un mot quand même, Audrey, sur le jeu d'Amanda Seyfried. C'est une actrice confirmée, mais là, elle est quand même assez étincelante, je trouve. Le rôle est pas facile. Elle est toute palote. Enfin, elle se met pas forcément en valeur. Et elle, voilà, on la voit dans la quasi-totalité des plans. Elle est comme, enfin, moi, je l'ai trouvée impressionnante. Je sais pas pour toi. Oui, elle dégage quelque chose d'assez particulier que moi, je n'avais pas spécialement vu, que je n'ai pas spécialement vu au début de sa carrière, que j'ai vu en revanche dans The Dropout, qui était une super série qui est toujours visible sur Disney+, qui est un true crime, oui, qui est adapté d'un podcast qui racontait l'ascension et la chute d'Elizabeth Holmes, la créatrice de Theranos. Vous savez, cette jeune femme dont The Dropout, ça veut dire quelqu'un qui a laissé tomber ses études. Cette jeune femme qui était extrêmement brillante, très prometteuse et qui a laissé tomber l'université pour créer une start-up avec l'aide d'un mentor un peu véreux. Cette start-up fournissait des tests sanguins qui se sont avérés être frauduleux. Et cette femme avait la particularité de s'être créée vraiment une personnalité qui n'était absolument pas la sienne, d'avoir reconstruit un personnage à partir des gens qu'elle admirait dans le domaine de la tech, notamment à partir de Steve Jobs. Et donc, cette série, déshabillait un peu le mensonge. Et Amanda Seyfried incarnait cette double personnalité, incarnait cette ambivalence avec une intériorité qui n'est pas du tout celle de Kate Winslet. Là, pour le coup, on a vraiment une actrice américaine d'un côté et une actrice anglaise de l'autre, donc avec des moyens très différents. Elle parvenait à faire cohabiter des choses très contradictoires en elle, quelque chose de très cérébral, et toujours un peu planqué derrière ce masque de ce physique de poupée qui est très déroutant aussi. Et là, dans La rivière des disparus, elle incarne l'élément un peu perturbateur, l'élément qui ne devrait pas être là, l'élément qui va chercher la vérité, l'élément qui va faire de sa souffrance une force. En cela, elle rejoint aussi beaucoup Kate Winslet dans Mare of Easttown. Donc, il y a un truc, moi je ne saurais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais en tout cas, il y a un truc qui se passe au niveau de la tête. Pas du tout au niveau du corps, mais au niveau de la tête. Et au niveau de la compréhension du personnage qui nous permet de la suivre jusqu'au bout et puis de quand elle craque, on va craquer avec elle. Je ne veux pas raconter la fin, mais après être resté très solide sur ses appuis, très volontaire pendant toute la série, il y a une espèce de délitement qui se fait vers la fin. Il y a une espèce de retour à quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus sentimental, qui fait que toute cette force, elle s'émiette pour retrouver un être humain qui est plein d'affect et qui a beaucoup souffert et qui est en quête de consolation. Voilà. Et en tout cas, comme dans Mare of Easttown, Benjamin, un univers peuplé de prédateurs et de féminicides potentiels en permanence. Voilà. Comment es-tu entré dans la série, dans La rivière des disparus ? Je suis d'accord sur la comparaison au niveau thématique, mais après, c'est encore une fois la question du regard. Audrey a pleuré devant le dernier épisode, moi j'ai pleuré devant le premier, parce que franchement, pour moi, c'est pas possible ce type de série. C'est d'un féminisme balourd, vraiment, je n'hésite pas à le dire, parce que vraiment, les typages, les stéréotypes sont appuyés entre elles, qui évidemment est dans l'empathie, dans l'écoute, voit ces femmes qui sont ignorées. Donc, Pierre parlait tout à l'heure du mépris de classe. Là, effectivement, il y a un mépris de classe de la police, notamment d'une classe moyenne vers ces femmes qui sont à la rue, qui sont toxico, etc. Et elle a un partenaire qui lui est plus âgé et qui alors lui évidemment est d'une bêtise et d'une lourdeur et d'un machisme absolument grotesque. Enfin, je veux dire, on peut plus faire des séries comme ça aujourd'hui. Alors je sais bien, on est à l'ère de Trump et je sais bien que ces gens-là existent et que voilà. Mais je vois pas ce que ça dit en fait, si ce n'est d'opposer en fait deux types, un type féminin un peu idéalisé et puis un type masculin qui est d'une lourdeur absolue. Et toute la police est un petit peu montrée comme ça. Alors les hommes sont soit
des machos réac de l'ancien temps, soit des hommes compréhensifs et beaucoup plus progressistes. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce type de série. C'est tout ou rien. C'est beaucoup trop appuyé pour moi. C'est insupportable. Et donc c'est d'un sirupeux, d'un mélodramatique qui vire à la guimauve, qui pour moi ça me tombe des yeux. C'est pas possible en fait de produire ce type de série encore aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de mal. Et alors encore une fois, j'en reviens au jeu temporel, parce que là encore, on a des flashbacks et puis on a des traumas qui remontent à la surface, mais on l'a vu 15 000 fois, on n'en peut plus des traumas qui remontent à la surface. Et donc il y a des flashs plus ou moins brefs d'images qui remontent à l'esprit de l'héroïne. Et évidemment, ce qu'elle voit fait écho à sa situation personnelle, fait écho au passé. Encore une fois, vu, revu. Donc des séries comme Mare of Easttown, moi je pensais aussi à Sharp Objects sur HBO. Il y a un traitement visuel, il y a un traitement sonore qui est beaucoup plus sophistiqué et qui veut il y a une problématique, il y a une matrice, dirait Guillaume Soulez. Donc il y a quelque chose qui travaille la série, qui la traverse. Là, c'est moi qui ai traversé la série pour trouver assez vite la porte de sortie, quoi. Bon, donc trop démonstratif. Pierre? Concours de citations et de références, moi je rajouterais deux choses. Alors, la série, je l'ai pas trouvée désagréable. Je suis juste resté un peu à distance. Et je suis resté à distance notamment parce que c'est une série. Alors, on a évidemment parlé de Mare of Easttown, que j'avais beaucoup aimé, mais essentiellement pour la façon dont les personnages étaient dessinés subtilement, de façon complexe. En fait, à titre personnel, c'est le genre de série où l'intrigue m'indiffère complètement. Et pourtant, Dieu sait que l'intrigue de Mare of Easttown était extrême. C'est avant tout en fait un drame social. En termes de ce genre de série-là, j'en citerai une qui pour moi est encore au-dessus, c'est Happy Valley, qui en plus parle des opiacés et des ravages que font les opiacés, parle d'hommes toxiques, parle de pas mal de choses qui finalement se retrouvent dans cette série-là, et qui a une héroïne qui est 1000 fois plus intense, complexe, passionnante que celle-ci. Et encore une fois, je taperai pas dessus de façon aussi nette que Benjamin. Et côté crise des opiacés, là pour le coup, on n'en parle plus assez depuis que Trump est au pouvoir. Là, je suis d'accord avec Audrey, mais les séries en ont bien parlé. Et il y a Painkiller et Dopsic pour ne citer que ces deux-là. Et en fait, je la trouve assez générique, la série. Elle a ses qualités, elle lorgne sur beaucoup de choses. Je vais faire un blasphème, je pense qu'ils ont regardé The Wire aussi. Et du coup, c'est un produit. Alors, pour le coup, je vais faire comme Audrey, je vais la comparer à 37 secondes. Je trouve que si on la classe dans la catégorie 37 secondes, oui, en fait, c'est une série appliquée qui a des choses à dire, qui met du mélo pour que ça passe, avec de bons avec une bonne actrice. Enfin voilà, c'est un bon produit, sauf que j'aurais tendance à penser qu'en France, on en a besoin de ces séries-là parce on est quand même sur la fin, mais on est encore en train d'essayer de définir l'identité des séries françaises, un savoir-faire, un contrôle, une maîtrise de toutes ces choses-là. On attend peut-être que les Américains sortent un tout petit peu du bon produit, de ce que les Américains appellent maintenant le good enough. C'est le nouveau terme à la mode, hein. C'est toutes ces séries qui sont bien, mais bon. Si on rentre dans l'ère du good enough, j'ai un peu peur parce que les 2T à Télérama, il ne faut plus que ça. Et moi, j'ai envie de mettre des 3 et 4T en fait. Et pour moi, 37 secondes, c'est une série 2T. Pour moi, La Rivière des Disparus aussi, c'est une série 2T. Bien. Ouais, enfin, moyenne, enfin, si c'est 2T sur 4, bien. On va dire. Ouais, bien. Ouais. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas spécialiste des séries, vous allez passer un bon moment, c'est une bonne série. Si vous êtes spécialiste des séries, vous allez vous dire j'ai vu ça aussi, je l'ai vu, ça aussi, déjà vu, ça aussi. Voilà. Ioannis, sur la question de l'inscription de La Rivière des Disparus dans un genre, dans le genre polar ou dans le genre polar urbain Oui, dans l'inscription dans un genre et puis dans un espace, parce qu'on parlait de Philadelphie, et alors là aussi, il y a une tendance des séries sur les opiacés à Philadelphie, rien que ce printemps, donc il y a eu Long Bright River, il y a eu Dope Thief, qui est une autre série qui se passe à Philadelphie et qui parle et Daily Boys, qui parle pas spécifiquement de drogue, mais qui parle de crime aussi, toutes les trois situées à Philadelphie. Bon. Et alors, Long Bright River n'est pas tournée à Philadelphie, il me semble, je suis pas de Philadelphie, mais il me semble que ça ne se voit pas trop, mais elle est tournée à New York. Et donc il y a quand même un sens du lieu, même si le tournage, voilà.
Après, il y a quand même une réflexion qui n'est pas forcément très originale, mais qui était assez bien vue, je trouve, sur l'inscription dans l'espace. Donc, on est effectivement dans ce quartier de Kensington, qui rappelle un peu le West Baltimore de The Wire, effectivement. Hein. Donc, on est dans la périphérie urbaine. On voit toujours le quartier des affaires, là, au loin. Et on suit donc ces longues lignes de métro aérien qui y mènent. Donc, on retrouve cette géographie très, très américaine. Et en même temps, ça rappelle, je trouve, un peu en filigrane que Philadelphie, c'est aussi une des grandes villes de l'histoire et de la culture américaine. Et là, c'était, je trouve, inséré de manière assez subtile à travers le rapport à la musique qu'a l'héroïne. Et donc ce fameux cor anglais dont tu parlais tout à l'heure, Emmanuel. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette petite référence en passant là dans un des premiers épisodes où elle rappelle que ça a été la ville de Eugene Ormandy, donc qui a été le chef d'orchestre de l'orchestre de Philadelphie pendant des décennies, hein, pendant 40 ans à peu près. Et l'orchestre de Philadelphie, c'est une vraie institution aux États-Unis. C'est un des 5 grands orchestres symphoniques du pays, donc une histoire très prestigieuse. Et dans une série où on voit vraiment, voilà, des gens dans la déchéance, dans des tentes, sous des ponts, dans des quartiers déshérités. Et plus que ça, le rappel voilà, aussi de ce prestige de cette ville spécifiquement, je trouvais ça original. Et plus original peut-être que de jouer, ils auraient pu aussi jouer sur la dimension historique, la ville des fondateurs, la ville de l'indépendance, etc. Bon voilà, c'est un peu autre chose. Et alors en même temps, ces motifs visuels là, du métro aérien, moi ça m'a rappelé une série des années 90 hein, qui était Third Watch, New York 911, qui était une autre série de John Wells qu'il a fait en même temps qu'Urgence. Et il y a notamment un épisode de la saison 3 de Third Watch, donc, qui est justement un crossover avec Urgence, où Susan Lewis, donc d'Urgence, vient chercher sa sœur toxicomane ne donne plus de signes de vie à New York. Et en fait, là, il y a des images qui pourraient être vraiment dans Long White River, c'est-à-dire qu'on a ces voitures de patrouille, puisque Third Watch, c'était une série qui suivait alors à la fois les secouristes, mais aussi beaucoup les policiers qui patrouillent dans les rues, voilà, donc à New York en l'occurrence. Et on retrouvait tout à fait cette ambiance. Il y a beaucoup de scènes qui se déroulent dans des voitures de patrouille. Il y a toute une tradition américaine de la série de patrouille, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, et que Third Watch avait poussé quand même à un point, je trouve, assez maîtrisé. Voilà, et on retrouve ça. L'autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on est effectivement, et ça c'est une autre tendance importante, c'est qu'on est en plein dans une série de care, hein, comme dirait Sandra Logier, vraiment, puisque, bon, bah, effectivement, alors Benjamin le rappelait, c'est fait parfois de manière caricaturale, hein, entre ceux qui prennent soin et ceux qui ne prennent pas. Et toute finalement la philosophie, si on veut, de la série, hein, c'est de rappeler qu'il y a vraiment un discours qui est très explicite hein, sur le fait que les toxicomanes sont majoritairement de bonnes personnes, que leur addiction est une malédiction, qu'elles doivent être aidées, qu'elles méritent d'être aidées. Il y a cette phrase à un moment sur un des personnages secondaires où il dit non, mais en fait c'est quelqu'un de bien, c'est juste qu'il n'est pas clean au sens de il est toxico, mais en fait c'est quelqu'un de bien, sous-entendu aussi bien que toi, aussi bien que nous, que vous et moi, etc. Et que donc finalement, et que parmi ces flics, heureusement qu'il y a encore quelques bonnes personnes qui viennent aider ces autres bonnes personnes qui sont les toxicomanes qui dorment dans la rue. Donc vraiment une série sur le care là, en plein quoi. Merci beaucoup. On va terminer. Alors, on parlait de clean en termes de drogue. Là, ça va être plutôt en termes de ménage avec la série Clean, mini-série en 4 épisodes, diffusée sur M6 de Cathy Vernet, qui avait notamment officié sur les séries Hard et sur Vernon Subutex. Au casting, Alix Poisson, Léonie Simaga, Bruno Sanchez dans un petit rôle et encore Rachida Brakni. C'est l'adaptation d'une série britannique intitulée Cleaning Up. Il s'agit d'une chronique sur la différence sociale, les contrastes entre financiers et femmes de ménage invisibles qui profitent justement de leur invisibilité pour pénétrer incognito le milieu de la finance et essayer d'arrondir les fins de mois, voire mieux si possible. Qui voudrait commencer peut-être sur cette série, Benjamin ? Oui, bah c'est une série d'M6. Alors je commence par ça, mais c'est vrai que moi j'aime souvent voir qui diffuse et quelle est la corrélation entre le diffuseur et la série. Et c'est vrai que M6 nous a montré qu'il savait récemment, enfin depuis quelques années, coup-ci coup-ça, par-ci par-là, proposer ce type de série. Alors c'est quoi ? C'est une comédie qui va tendre vers le sociologique ou en tout cas le psychologique, voilà, de façon raisonnée, mais qui va essayer de dire quelque chose de l'humain à travers des intrigues rocambolesques hein, et pas du tout réalistes. Mais le but n'est pas d'être réaliste de ce point de vue-là. Par contre, du point de vue de la famille, des rapports sociaux, des rapports, voilà, ça c'est plutôt une série sensible. Amusante et ce qui fait à mon sens vraiment la différence par rapport à d'autres séries qu'on a pu évoquer, c'est justement Cathy Vernet.
Et Cathy Vernet, pour moi, c'est une réalisatrice vraiment à suivre, que j'avais adoré sur Hard et sur les épisodes de Fais pas ci, fais pas ça qu'elle avait réalisé. Et je trouve que c'est quelqu'un qui amène une fraîcheur, un regard, qui refuse justement la convention, qui refuse d'être trop consensuel et qui a cette légèreté, cette touche un peu pop justement, pétillante, qui infuse beaucoup dans cette série Clean. Et puis donc Alix Poisson, c'est un peu comme Nina Meurice, c'est une actrice qu'on voit beaucoup, qui est un petit peu couteau suisse, qui peut jouer des rôles assez différents, qui a une sorte d'humilité, de modestie, de retenue dans son jeu, qui sied beaucoup à ses rôles et qui nous permet de la revoir sans trop s'enlacer. Donc ça, c'est aussi une des forces. Donc je dirais que c'est une série assez courte, 4 épisodes. Complètement incrédible, si je peux dire, enfin, pas crédible du tout, c'est-à-dire que une femme de ménage qui devient un peu broqueuse, tradeuse par procuration, en écoutant des conversations téléphoniques et puis en s'improvisant et en s'insérant dans ce milieu-là, milieu qui devient mafieux, mais alors là on n'y croit pas une seconde non plus. Donc voilà, c'est vraiment le type de série qu'on regarde pour se détendre, pour s'amuser, mais qui par petites touches peut nous apporter justement là un petit peu d'émotion. Je trouve que les personnages secondaires, par exemple, sont assez épais. Il y a une épaisseur, ils sont pas simplement des faire-valoir. Il y a un personnage qui est un colocataire de l'héroïne, qui est un doctorant et qui navigue, qui gravite un petit peu. On se dit bon, à quoi ça sert? Et puis en fait, progressivement, il apporte des touches d'humour, il apporte un contrepoint. Voilà, c'est pas un personnage qui est gratuit, qui est jetable entre guillemets. Pareil pour les enfants, la question de la séparation des parents. Et le père qui veut monter ses enfants, ses 2 filles, contre la mère. Bon, là aussi, un mépris de classe assez conventionnel, mais le père qui bénéficie d'une situation plus aisée et qui, du coup, va essayer de récupérer la garde en affligeant, en accablant la mère et en montant les filles contre elle. En jouant de son pouvoir financier, en les invitant ici à l'aquapark pour l'anniversaire, etc. Donc, en interférant par son pouvoir monétaire. Ce qui est quand même une réalité très forte, et on sait qu'aujourd'hui les questions de garde partagées se jouent différemment entre les genres, aussi par les termes financiers qui s'insèrent dans tout ça. Donc ça, voilà, c'est pas grand chose ce que je vous dis, mais il me semble que c'est aussi l'expérience, le vécu de Cathy Vernet qui se diffuse dans toutes ces interactions. Et autant moi dans Long Bright River, le gamin qui toujours ces enfants adultes entre guillemets qui ont un discours très très au-dessus de leur âge et que je trouve insupportable, autant là les enfants sont vraiment des enfants de leur âge, quoi, avec leur façon de parler. Donc il y a un parler très naturel et dans les dialogues on sent que c'est pas récité, on sent que c'est comment dire, absorbé par les acteurs qui n'hésitent pas à mettre des anglicismes, des néologismes, qui s'approprient vraiment ce langage. Donc voilà, c'est une manière de parler qui n'est pas réciter ces dialogues de façon trop conventionnelle. Donc pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que c'était une série très agréable, très fun, mais qu'on a oublié aussitôt qu'on l'a vu. Il y a un petit côté, Audrey, il y a un petit côté HPI, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce serait entre HPI et une série service public? Non, ni l'un ni l'autre, enfin pas pour moi. HPI, c'est bien mieux que ça. C'est simple, il n'y a qu'à voir le personnage de Bruno Sanchez dans HPI et dans Clean. Dans Clean, c'est catastrophique. J'ai jamais vu ça. Autant je peux être d'accord avec toi, Benjamin, sur certains points, mais comment tu peux dire que La Rivière des Disparus, c'est cliché et dire que Clean, ça ne l'est pas? C'est-à-dire que là, on a toutes les cases de la mère célibataire qui galère. Et heureusement que c'est Alix Poisson. Moi, Alix Poisson, je me déplacerais pour à peu près n'importe quel rôle dans lequel elle joue, parce que c'est une actrice que j'adore. Et ce que j'aime chez elle, notamment, c'est le delta entre sa présentation qui est très, on dirait qu'elle n'est jamais sortie de son hypocagne, et son talent comique que je trouve irrésistible. Moi, quand j'ai un coup de mou, je regarde Parents mode d'emploi, ou je sais plus comment ça s'appelle, Famille mode d'emploi ou Parents mode d'emploi, ou c'est Parents mode d'emploi, hein. Oui, c'est ça. Je me fais 10 minutes de Parents mode d'emploi, je suis morte de rire, vraiment morte de rire. Donc, non, alors pour reprendre dès le début, justement, moi, je ne vois pas assez Cathy Vernet. Alors, Cathy Vernet, elle n'a pas écrit la série, je crois qu'elle l'a juste réalisée. Ouais. Et ça se sent aussi. On sent bien qu'elle adapte quelque chose qui est pas totalement son bébé, qu'elle essaie d'y apporter un peu
un truc un peu virevoltant, un tout petit peu délié et tout, mais je trouve que ça fonctionne pas très très bien parce que le scénario, je le trouve totalement inepte. Alors, je suis d'accord on peut accepter des parts d'incohérence. Et d'ailleurs, dans La Rivière des Disparus, je suis complètement d'accord, il y en a plein, mais vraiment, le scénario n'est pas du tout impeccable. J'exigeais pas forcément un scénario impeccable de la part de Clean, mais enfin. Mais là, c'est une comédie, Audrey. Comment ? Là, c'est une comédie. Long Bright River, c'est un ton plus Absolument, dramatique, mais c'est pas donc ça une se raison. veut plus réaliste. Là, c'est une comédie fantastique. Mais moi, je suis pas d'accord. Je veux dire, c'est pas parce que c'est une comédie qu'on doit décrire le monde de la finance comme ça. C'est-à-dire vraiment, j'ai jamais vu ça. Dans une vie précédente, j'ai travaillé dans la finance. Là, au secours, c'est bourré de clichés. C'est vraiment bourré de clichés. Et pas simplement dans ces personnages-là, mais même le personnage de Léonie Simaga, je le trouve très, très raté aussi. Et alors, quant aux enfants, moi, je sais pas, j'ai des enfants à la maison, j'ai une ado à la maison, j'y crois pas 2 secondes, tout ça me paraît outré, tout ça me paraît manquer de nuances. Des ados qui ont ce rapport-là à leurs parents, qui a un rapport purement transactionnel, purement mercantile, je n'y crois pas du tout. Ça manque d'affect, ça manque d'émotion. Et puis alors, l'histoire en tant que telle, c'est tellement absurde que... mais moi, ce que j'adore, ce que j'ai aimé, c'est effectivement les petits interstices où Alice Poisson fait n'importe quoi. Il y a un moment où elle doit rencontrer un gros banquier et elle va aller piocher dans la garde-robe d'une de ses employeuses et elle se fait un délire. Et il y a que, avec n'importe quelle autre actrice de la fiction française, entre guillemets, notamment de la fiction française d'M6, ce serait plat, ça tomberait complètement à côté de la plaque. Là, c'est absolument génial, c'est hilarant. Donc, dans ces petits moments-là, oui, la série, je la trouve attachante et tout. Et puis, par ailleurs, je pense qu'M6 a fait mieux. Juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais, moi, j'ai beaucoup aimé Murder Club, par exemple, avec Tiffaine Davio et Cantona, que j'ai trouvé... Oh, Pierre, je te vois faire la tête. Pour moi, c'était une série qui sortait quand même un peu plus du cadre, qui essayait de tordre un tout petit peu plus les genres, que je trouvais plus inventif. Tu veux dire ? Non, de quoi ? Le meurtre à M6, tu veux dire ? Oui, oh. C'était dur, vraiment, t'es très, mais très dur. Cantona, c'est juste pas possible. Pardon. Mais j'adore Tiffaine Davio. Voilà. Malgré quelques choix fâcheux. Mais Cantona, c'est pas possible. Pardon, je voulais pas te couper la parole. Je voulais juste non, pas du tout, mais juste pour dire, je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut pas accepter des clichés pareils de la part de la fiction française en disant c'est une fiction française ou c'est une comédie française. Et quand on est aussi intransigeant vis-à-vis des Américains, je suis pas d'accord. On est parfaitement capable d'être à la hauteur aussi de la comédie ou du drame et de la précision, de la véracité et puis de la vérité aussi. Donc la fiction sociale peut s'écrire sans détruire le monde de la finance, ou en tout cas le caricaturer, y compris aussi d'ailleurs les jeunes de Neuilly qui font des soirées à la Ibiza dans des piscines d'intérieur. Enfin, c'est un peu too much. Pierre sur Clean. Bon, il est où le problème de taper sur les jeunes de Neuilly ? Alors, j'adore les débats critiques parce qu'il y a des moments où on écoute quelqu'un. Benjamin, je me suis dit, il a raison. Et après, j'écouterai Audrey, je me suis dit, elle a raison. Et je me suis dit, en fait, je pense qu'ils ont raison tous les deux. Donc, en fait, moi, j'y suis allé extrêmement enthousiaste, notamment parce que ma collègue de Télérama avait été très enthousiaste sur la série, elle avait très bien noté. Et je me suis dit que, en fonction du regard qu'on portait sur Clean, je pense qu'on peut la trouver à la fois assez admirable, c'est tout ce qu'a dit Benjamin. La seule constante entre la vision négative et la vision positive, c'est Alix Poisson. Là-dessus, on est tous d'accord. Moi, j'ai été un peu déçu. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est ça, en fait, c'est vraiment une toute petite chose. C'est vraiment une série qui aurait pu être beaucoup plus. J'ai vu Frotter, autre série récente avec un fond social que j'ai trouvé bien plus intéressante et bien plus réussie, même si elle a aussi ses défauts. Sur la grève des femmes de chambre, réinvention de la grève des chambres, de la grève des femmes de chambre de Libye-Matignon, version lilloise. Ioannis parlait très bien de la présence très forte de la région Nord ces derniers temps. Et en fait, j'ai regardé avec plaisir parce que j'aime bien Alix Poisson, parce que je voulais voir où ça allait, mais j'avais vraiment l'impression... c'est ces séries où il y a plein de scènes à la table de cuisine avec des paquets de céréales sans la marque et des bouteilles de lait sans étiquette. Et en fait, on a l'impression d'un truc générique. Ça manque, on ne sait pas vraiment où on est. C'est un peu un produit où on aurait enlevé tous les trucs un petit peu avec des aspérités. Je trouve que c'est une série désaspéritionnée. Voilà, on va dire une chose comme ça. Et du coup, ça ne m'accroche pas.
je me dis c'est plutôt drôle, c'est plutôt sympa. C'est ni bon ni mauvais, pardon, je suis encore dans le goût des neufs là, mais je me dis mieux abordé, avec moins de contraintes sans doute. C'est là que Benjamin a raison de rappeler que c'est une série M6 au début, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un cadre esthétique de scène de ménage. Il y a ce truc un petit peu quelconque, sans identité, et ça m'embête beaucoup. Et en fait, en comédie, pour moi, pour que ce genre de choses-là marche, il n'y a que deux solutions. Soit vous avez une satire sociale qui est assez radicale, auquel cas, en fait, le côté vide, le manque d'identité devient un propos. Soit vous faites une autre série sur laquelle a bossé Cathy Vernet, C'est fait pas ci, fait pas ça, qui a un côté un petit peu générique comme ça, mais où, avec le temps, avec les saisons et tout, il y a des personnages forts qui se détachent, et on ne regarde pas ça parce que c'est pas une série sur Sèvres, comme bien même ça s'y passerait. C'est une série sur ces deux familles-là, bourré de clichés, mais on rigole parce qu'on s'est attaché à eux. En 4 épisodes, c'est très compliqué de s'attacher à des personnages. Et du coup, moi, je trouve que ça se regarde, mais il y a aucun moment où je me suis dit, voilà, là, il y a une proposition forte, il y a quelque chose qui se fait, ça dit quelque chose de la société française. Non, rien de tout ça. J'ai juste eu un paquet de céréales sucrées, sympa, mais avec rien sur la boîte, quoi. Donc, série sans étiquette. C'était le 21e numéro d'Intersaison. Merci à Benjamin Campion, Yoannis de Roide, Audrey Fournier et Pierre Langlais d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une nouvelle émission.